Marie-Hélène Fabiani ne perd pas son temps, elle lui court après. Très tôt, elle a su comment le tuer en choisissant un métier qui ne lui donnerait jamais l'impression de travailler. Aujourd'hui encore, elle n'en revient pas d'être payée pour le temps qu'elle consacre à ses clients. Portrait tout feu tout flamme et avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Marie-Hélène Fabiani. Et dans la vie de celles et ceux qui vous ont précédé. Tenez, on va commencer là. Vos ancêtres. Ah, ça, on commence par le plus gai. Ouais, Jean Fabiani, mon grand-père, le père de mon père. Et la carte que vous voyez, c'est sa carte d'interné résistant, de déporté. Il s'est engagé pendant la guerre. Bon, il a été fait prisonnier en 40. Hein. Comme toute l'armée française, comme toute l'armée pratiquement. Française, ouais. Voilà. Et au début, ça s'est bien passé parce qu'il était dans un camp en forêt noire. Simplement, il était... alors, le mot maintenant, c'est devenu une marque, mais il était insoumis et rebelle. Donc, il s'est évadé. Il s'évade quand même 3 fois. Hein. C'est le Forrest Gump de la guerre, en fait. Il n'y arrive pas. Et la 3e fois, il se fait reprendre. Et à chaque fois, c'est un camp un peu plus difficile. Et il est avec des Corses. En fait, c'est la petite histoire dans la grande histoire, c'est qu'il y avait des Corses entre eux et ils étaient regroupés ensemble. Et un jour arrivent les fascistes italiens dans leur camp. Ils leur proposent un truc complètement dingue et leur disent voilà, on peut vous libérer dans 20 jours à condition que vous signiez que la Corse est italienne. Ça fait 1 an qu'ils sont prisonniers. Je ne sais pas qui aurait signé, qui n'a pas signé, mais en tout cas, ils ont dit on va réfléchir. Ils se sont consultés entre eux. Et quand les Italiens sont revenus, ils ont chanté la Marseillaise. Donc, beau moment, très beau moment cinématographique, mais après, ça a été beaucoup moins drôle. C'est-à-dire qu'après, ils ont été déportés dans un camp qui s'appelle Ravarouska. Voilà. Le Stalag 325, Ravarouska. Alors, Ravarouska, c'est un camp de concentration qui est situé dans le triangle de la mort. Donc, vous avez Auschwitz, Treblinka, Ravarouska. À côté de Belzec, le camp d'extermination. Et quand ils arrivent à l'ouverture du camp en 1942. Avant eux, les ont précédés les soviétiques, parce qu'ils étaient également faits prisonniers par les nazis. Ils sont tous morts. Donc là, c'est dur, parce qu'ils ne sont plus bien traités. Ils sont en guenilles, ils ont des sabots, il y a le typhus. C'est assez dur. Et dans ce contexte, il y a encore des petites lueurs d'humanité parce qu'ils se regroupent entre eux. Il y a les Bretons de Ravarouska, il y a les Corses de Ravarouska. Ils s'entraident et ils restent là-bas. Oui, parce qu'il y a même du courrier qui circule finalement, hein, puisque là, on a une carte postale, effectivement. Hein, on voit que c'est François Minicone et qui envoie quelque chose à mon grand-père. C'est qui François Minicone d'ailleurs? Vous savez, vous avez retrouvé? C'est un cousin. C'est un cousin? Donc, effectivement... Alors, il lui écrit, mais en fait, il lui écrit parce que la Croix-Rouge est passée. C'est-à-dire que le camp était très dur, et la Croix-Rouge est passée, et la Croix-Rouge a fait une sorte d'audit. Et à partir du moment où la Croix-Rouge est passée dans le camp, ils ont eu droit à avoir un peu plus à manger et à envoyer quelques courriers. Il va être libéré par qui, lui? Alors, il est libéré par les Russes. Or, il valait mieux être libéré par les Américains. Parce que quand les Russes libèrent le camp en 1944... on ne lui dit pas « Au revoir Jean, retourne à Afa et bonne journée ». Il est gardé, on l'envoie à Odessa. Et certains sont repartis même au goulag. Et là, mon grand-père se dit « Ça sent mauvais, il faut qu'on parte ». Donc il repart avec un groupe d'amis, seul, avec un groupe de camarades, parce que c'est vraiment ça. Et il revient en 1945. Il va traverser l'Europe à pied, quoi. Hein, voilà, c'est ça. Comme tous les déportés, en guenilles, en sabots et affaiblis. Et cette histoire que vous nous racontez, là, il ne la racontera jamais, en fait. Jamais. Non, mais jamais. Et ce que vous venez de me raconter, en fait, c'est vous qui êtes allé le chercher. Oui. Comment vous avez découvert cette histoire? Alors, évidemment, on connaissait son passé de déporté résistant. Mais c'est moi, en fouillant ses papiers, qui ai retrouvé ses récits, parce qu'il a tout consigné par écrit, qui ai retrouvé les cartes postales, qui ai retrouvé la médaille des évadés, sa carte d'interné, qui ai découvert qu'il avait été en fait invalide de guerre à 80%. Quand il est rentré, il a eu des problèmes pulmonaires. Voilà. Et on comprend mieux
En fait, comme tous les déportés, parce que les déportés ne parlaient pas. Ils n'ont jamais parlé. Même à vous, il vous a parlé ou pas? Ou il vous a raconté? Non, il m'a juste dit... C'est vraiment par parler. Qu'est-ce qu'il vous a juste dit? Il m'a juste dit, quand je me souviens, quand j'avais un gros sujet, est-ce que je prends allemand ou espagnol en 5e, il m'a dit, prends allemand, ça sert. Il n'a pas tort. Ouais. Oui, parce qu'il parlait allemand, du coup. Eh oui. Jean-Fabien a rencontré une certaine Charlotte Dominici de Patrimonio. De Patrimonio, ouais. Et ils vont avoir un enfant. C'est lui. Ouais. Ah, il est beau. Il est très dégaine, là. Mais il est où, là, déjà? C'est le numéro? C'est le numéro 3. Numéro 3. Voilà. Je reconnais le bandit, le voyou. C'est le numéro 3. Et le numéro 4, Mathieu Fabiani. Comment il se retrouve là? Il devient flic, hein, donc il monte à Paris. Mais lui, mon père, il aimait raconter des histoires. Oui. La police, c'est... Oui. Ouais, c'est quoi la police? Parce que c'est police judiciaire quand même, hein Ah non, mais il a fait des super enquêtes, oui. Il a été un super flic. Oui. Mais parce que c'était une époque où il s'est éclaté. Il avait une bande, il avait les enquêteurs. Je pense que c'était le bon moment pour être flic. Ouais. Et son caractère, vous disiez, c'est quelqu'un de... Parce que là, il n'a pas l'air fondamentalement drôle, mais comment vous pourriez le décrire? Il est très humain. C'est-à-dire qu'il s'entend avec tout le monde, c'est la gentillesse incarnée. C'est-à-dire que tous les voyous qu'il a arrêtés, ils sont tous revus après, ils ont bu des coups, ils ont dit « Mathieu, merci, tu m'as respecté ». Enfin, comment dire? C'était vraiment quelqu'un de très apprécié. Enfin, d'ailleurs, c'est toujours quelqu'un de très apprécié. Puis quelqu'un de très intelligent aussi. Ah oui, très intelligent, très malin. Très malin. Oui, très malin. Et effectivement, il a une passion, c'est celle-là, qui va conduire à ça. Hein. Ouais. On s'approche un petit peu. Ouais. Parce que ça, c'est pas rien. C'est lui qui tient le César. Non, c'est pas rien. Ouais. C'est le César du meilleur film. Ouais, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'il a fait? En réalité, il rencontre Bob Swaim, qui est le réalisateur. Ils s'entendent bien tous les deux. Et mon père a toujours écrit des histoires dans sa tête et lui dit « Alors attends, tu écris un film policier? Moi, j'ai tout ce qu'il faut. » Eh bien, mon père a commencé à écrire le scénar de La Balance. Et ça a été un des premiers films policiers un peu trash, un peu vrai, avec une super affiche. Et un super César. Et un super César. 83, hein, César du meilleur film en 83. C'est incroyable. Donc, il a commencé sa carrière cinématographique avec un César, en toute simplicité. Votre papa, il rencontre Maryse. Mathieu, hein, on n'avait pas dit son prénom. Mathieu, venez avec moi. Maryse, donc on est 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances. Maryse, elle est belle. Ah oui. Ma mère, Maryse, alors elle est beaucoup plus sérieuse. Et ils sont rentrés comment? Grâce à mon cousin Louis Dominici, parce que ma mère travaillait au Quai d'Orsay, donc avec Louis, qui était à l'époque attaché d'ambassade, il n'était pas encore ambassadeur de France. Et donc elle travaillait avec lui, c'était son bras droit. Mon père allait voir son cousin, et puis il croise ma mère, et puis voilà. Ils tombent amoureux. Ils tombent amoureux, ils vont se marier et elle va démissionner. En tout cas, elle va arrêter de travailler. Alors, en 80. En 80. C'est-à-dire que ma sœur arrive bientôt et quand Mitterrand arrive au pouvoir, moi, je dois à Mitterrand une mère au foyer, en fait. Elle n'était pas en phase. Elle a dit, avec la politique. Voilà, dans ces cas-là, je reste chez moi. D'accord. Comment vous pourriez elle aussi, comment on peut la décrire? Alors, elle, c'est la solide. C'est-à-dire que mon père, finalement, c'est le fantasque. Et s'il a eu cette carrière, c'est grâce à elle qu'il le cadrait. De toute façon, c'est une équipe. C'est toujours pareil. Quand il y a quelqu'un dans la lumière, il y a toujours l'autre qui maintient la lumière, bien sûr. On vous voit là à table avec votre mère, super photo. Ah oui. Et effectivement, il va y avoir une petite révolution dans la famille puisque va arriver votre petite sœur. Et ça va avoir justement... quelques conséquences sur vous, mais on ne va pas en parler là. D'accord. On va en parler là-bas? On en parle là-bas. Allez, venez avec moi. moi. Je m'aperçois qu'on a toujours les mêmes activités, c'est-à-dire qu'on boit l'apéro à Saint-Florent. Ça n'a pas changé, ça. Ça n'a pas changé. Prenez place, Marie-Hélène. Merci. Et donc, je disais 1983, naît Pauline. Pauline, ma sœur. Et du coup? Et du coup, moi, je suis au village. Eh oui, qu'est-ce qui se passe? Vos parents vous envoient à Patrimonio? Oui, je reste grosso modo une année scolaire à Patrimonio avant sa naissance.
Et après, jusqu'à la fin de l'année scolaire, ouais. Avec votre grand-mère? Avec ma grand-mère et mon grand-père. Mais pourquoi? Bah, parce que, oui, ça s'est fait comme ça. Ma mère a perdu son père enceinte. Et puis voilà, j'étais contente, moi, d'être au village. Ouais, ça se passe bien? Ça se passe bien? Mais ça se passe super bien. J'ai adoré. J'étais à l'école à Patrimoine. C'était vraiment... je m'en souviens, en plus. C'est super. Je suis même allée voir le film au cinéma. Et oui, c'est la raison pour laquelle j'ai mis en avant. Là, c'est en 1983, c'est Quand sort la balance. Donc, c'est Ouais. pas vraiment un film pour quelqu'un qui a votre âge. Non, c'est assez improbable. C'est-à-dire que je me souviens de cette scène où mes grands-parents me disent « Viens, on va à Bastia ». Parce qu'en plus, on était à Patrimoine, donc aller à Bastia au cinéma, c'était quand même un peu la sortie. On va voir le film de ton papa. Et donc, OK. Donc, je me souviens pas, mais effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il doit être interdit au moins de 16 ans. Moi, je l'ai vu à 4 ans. Et ça va. Et ça, c'est quelque chose de fondateur parce que derrière, j'ai mis cette image-là. Votre père, effectivement, il va écrire, hein, pour d'autres séries, Ah là là, complètement. pléthore, ouais. Et si je vous ai mis avec lui, c'est parce que, assez rapidement, dès 12 ans, je crois, votre vocation arrive, vous voulez protéger votre papa face aux rapaces, face à qui d'ailleurs? Bah, quand on est auteur, scénariste, on est, c'est patate caviar. C'est-à-dire que c'est des contrats d'adhésion, on négocie pas forcément son cachet. Et effectivement, oui, j'aurais bien aimé, enfin, je voulais... Défendre papa. Défendre papa, Ouais, ouais. je voulais défendre mon père, ouais. Clairement, dès 12 ans, c'est ça, ça C'est sera ça, ça. oui, voilà. Sauf que dans la famille, c'est pas super bien pris. Dans la famille, comme vous êtes une élève brillante, vous êtes première, hein, on vous imagine de faire comme lui. Ah oui. Ben oui, on me dit, attends, il y a déjà Louis qui est ambassadeur de France. Et donc mes parents me disent, mais attends, c'est très simple, Marie-Hélène, tu fais Sciences Po, Elena, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Mais moi, j'ai pas le niveau, et puis surtout, je veux pas. Moi, je veux faire du droit. Je veux être avocat en propriété intellectuelle. Ouais, donc, il n'y a qu'à demander. Il n'y a qu'à demander, voilà. Ah, c'est ma prestation de serment. Ah. Vous avez 23 ans. Ouais. Il y a qui, là, comme autour de vous, là? C'est qui Alors, évidemment, il y a mes parents, il y a ma sœur, ma mère, mon père, le professeur Pierre-Yves Gauthier, qui est le professeur en propriété intellectuelle. Enfin, c'est le maître en la matière. Mon super pote Jacques. Et je me souviens d'une anecdote, ma grand-mère voit ça dans le journal. Elle m'appelle, elle me dit « Super, t'as prêté serment ?» Puis après, c'est qui le noir sur la photo? Parce qu'au village, on lui avait posé la question. Eh oui, c'est encore ce matin, là, effectivement. C'est quand ce matin, ouais. Effectivement, oui. On s'était bien marrés. Oui, mais vous vous marrez pas longtemps parce que dès la prestation de serment finie, vous allez vous travailler. Hein. Il n'y a pas champagne et petit four. Hein. Non, moi j'ai appris à la dure. C'est-à-dire que j'ai commencé chez un monsieur qui était très exigeant, un grand professionnel, Gérald Bigle. Il sortait d'un gros cabinet anglo-saxon. Il y avait beaucoup de dossiers dans l'audiovisuel parce que son père était un des amis de Walt Disney, donc c'était vraiment des gros dossiers. Et effectivement, il ne veut plus plaider. Donc le jour où je prête serment, normalement, on voit sa famille et puis on fait un petit peu la fête. Moi, je retourne au cabinet, je termine à 22-23 heures et le lendemain, je plaide contre France 2. Voilà. Bienvenue dans la profession. Et vous gagnez. Oui, parce que le dossier était gagnable, c'était pas, c'était pas bienvenue moi. dans la profession, vous croyez pas si bien dire, parce que justement, derrière, j'ai mis ça. Oui. Bienvenue dans la profession où il y a des ténors, le mot est masculin. C'est vrai que... on voit Marie-Hélène toute sur ce dessin, hein, vous êtes derrière. Plaider, c'est pas facile. C'est pas facile d'exister dans ce monde-là. Alors, en propriété intellectuelle, un peu plus, parce qu'il y a plus de femmes. Mais c'est vrai que je fais du pénal de la propriété intellectuelle. J'ai toujours 20% de pénal. Et c'est vrai que c'est des ténors. D'ailleurs, j'étais contente, parce que Jean-Louis Pelletier, il n'est plus là. Jean-Yves Liénard non plus. Donc, c'était un bonheur de travailler avec eux. Oui, mais comment... je ne sais pas si vous êtes timide ou pas, petite. Comment... C'est quelque chose d'aller parler comme ça, d'aller défendre quelqu'un au pénal? Alors, c'est pas la même chose. En fait, dans la vie perso, on est soi-même, mais dès lors que, en tout cas, moi, c'est ce qui se passe, mais c'est pareil pour beaucoup d'avocats, quand je mets ma robe, je suis plus moi. Je mets une robe, je suis l'avocat d'eux, et c'est pas mon message, et c'est pas mes soucis, c'est comme une armure. Vraiment. C'est ce qui revient... La robe, c'est l'armure. La robe, c'est l'armure. Complètement. Ouais. Donc, j'ai plus peur, je parle. Et effectivement, ce qu'il y a derrière cette robe, il y a cet avocat, et puis il y a quelqu'un d'un peu rock'n'roll aussi, j'ai envie de dire, Marie-Hélène.
Alors, je l'ai matérialisé avec cette photo. Ah ouais. Repas de famille avec votre sœur. Hein, et on voit la Corse autour du cou. Ah ouais. Effectivement, vous étiez première de la classe, mais vous aimez bien rester avec les gars, les bad boys un petit peu aussi. Hein, il y a un petit Alors, peu... je crois que je suis la pire élève qu'on peut avoir, c'est-à-dire, effectivement, première de classe tout le temps, mais avertissement de comportement. Donc, on ne peut pas me virer, parce que pour les résultats au bac, il faut avoir la bonne élève. Mais il est vrai que j'aime bien m'amuser et je sais que tous les lundis matins, je m'assois dans la cour, il y a la queue et je fais tous les mots d'absence avec les trucs des parents, les signatures. Donc, ouais. Et vous aimez tellement vous amuser que vous décidez de faire une pause, en fait. Comme ça. Ah ouais. Ça, j'avais oublié. C'est vrai qu'il y a eu ça. Ben, on a créé une marque de fringues corse. Tout simplement. Vinti. Ouais, tout simplement. Ben, alors, ça apparaît complètement fou, mais c'était assez logique. Moi, je fais de la propriété intellectuelle, donc je défends les artistes, j'aime l'art, et j'aime toujours la mode. Et j'ai voulu créer une marque de fringues et en même temps revenir en Corse, parce qu'en fait, je crois que derrière tout ça, c'est toujours la Corse derrière. Ah oui. Donc vous revenez. Donc je reviens, on crée Vinti, mais on fait les choses bien. On demande à Marie-Ange Bien-Aimée, qui était styliste chez Dior, de nous faire des dessins. Enfin, c'est un vrai truc. Et on a une boutique à Porto-Vecchio et des points de vente un peu partout en Corse. Et le problème, c'est que ça marche bien. Oui. Parce que ça n'aurait pas fonctionné, la question ne se posait pas. Et là, j'ai dû me poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue Vinti? Oui, enfin, avant de vous poser la question, il y a quand même votre mère qui vient vous voir et qui vous dit quelque chose, en fait. Oui, en fait, je ne me posais pas vraiment la question. Ma mère me dit, mais tu ne te donnes pas à devenir commerçante? Et ça m'a glacée. Alors, ça m'a glacée. C'est pas snob du tout. Non. C'est juste que dans son esprit, c'est « Attends, t'as fait des études, t'es devenu avocat, ma fille avocate, tu vas pas vendre des chiffons en Corse. » Et même si c'est une marque de fringues et que... C'est comme le film d'Alain Resnais, en fait. C'est Smoking, no smoking. Je sais pas ce que je serais devenue si j'avais continué Vinti, mais c'est vrai que ma mère a bien fait parce que j'adorais vraiment et j'adore être avocat. Ouais. Donc effectivement, je suis oui, t'as raison, maman. Donc je retourne au barreau. Et là, vous retournez avec lui. Ah ouais. Hein? Cabinet encore... Alors, je retourne dans le cabinet de son père. Donc, lui, c'est Pierre Hoffmann, qui est l'actuel bâtonnier de Paris. Et j'arrive dans le cabinet de son père, Serge Hoffmann. Et Serge Hoffmann, c'est un monument d'humanité. Donc, Serge travaille avec Emmanuelle, sa fille, et Pierre. Et c'est le barreau à l'ancienne. Serge Hoffmann est membre du Conseil de l'Ordre. Donc, il a des activités. Donc, on fait de la propriété intellectuelle et on défend des couturiers de renom. Il a un passif aussi, avec avec la Deuxième Guerre oui, mondiale. C'est un enfant caché. Exactement, hein, c'est intéressant. Comme mon premier patron d'ailleurs, parce que mon premier patron, pour le coup, Bigle, c'est son nom, c'est le nom de son père de résistant, mais c'est Akimov. C'est un grand résistant, son père. Donc, et là, Hoffmann, pareil aussi. Hein. Hoffmann, oui, déporté, et puis lui, enfant caché. Ouais. Donc effectivement, on a des choses à se raconter, en plus des dossiers. Et puis vous fait découvrir une part du métier que vous ne soupçonniez pas aussi, finalement. C'est ça. Il me fait découvrir surtout une famille. Je rentre dans la famille, c'est vraiment des gens bienveillants. Et puis, on travaille bien, les dossiers sont importants, c'est rigoureux. Mais on s'amuse toujours. Enfin, on est sérieux sans se prendre au sérieux. Je pense que ça a été toujours le fil directeur. Ouais. Et puis, quand on est dans une famille, on découvre justement des aspects de la famille qu'on ne soupçonnait pas. Mais on ne va pas en parler là. On va prendre l'air pour en parler. Allez, venez avec moi. Prenons l'air. Voilà. Et donc, Marie-Hélène, quand on arrive dans une famille, il est naturel de vouloir la défendre. Ah, ouais. L'UJA, c'est mon syndicat. Chez les avocats, il y a plusieurs syndicats, parce qu'en fait, on fait vraiment de la politique. Et l'UJA, c'est l'Union des jeunes avocats. C'est un syndicat, on va dire, plutôt de gauche, ou on va dire plutôt progressiste, où on s'est battu pour que les collaboratrices aient un congé maternité, ce qui paraît dingue, mais ce n'était pas le cas. Pour que les jeunes, fou, ça. Ouais, pour que les jeunes papas aient un congé paternité également. Et pour qu'il y ait un minimum, on appelle ça le tarif UJA, c'est-à-dire que chaque collaborateur ait un minimum en dessous duquel il faut qu'il puisse vivre, quoi. Et c'est vrai que, en fait, on peut être avocat en plaidant ses dossiers et en quittant le palais. Et nous, à l'inverse, on
on participe à la vie du palais. Donc on aide les confrères et du coup naturellement je me suis présentée au Conseil de l'Ordre Oui. parce que le Conseil de l'Ordre est le bâtonnier. C'est quoi le Conseil de l'Ordre? En gros on gère la discipline de la profession et alors je suis plus membre du Conseil de l'Ordre, maintenant je fais autre chose, mais on était 42 à gérer la discipline et la vie quotidienne des 40 000 avocats de Paris, pour faire simple, en donnant des... Donc effectivement, il y avait de quoi faire. Oui, puis maintenant, vous êtes où maintenant? Et bien maintenant, je suis au Conseil national des barreaux. C'est-à-dire que là, c'est l'instance représentative des avocats au niveau national. Si on reprend les chiffres, on est 80 à représenter les 80 000 avocats de France. Voilà. Et puis, on le voit depuis le début de notre parcours, la Corse n'est jamais loin de vous. La preuve. Ah, la belle équipe. Ouais. Alors oui, on a une petite association, l'association des Corses du Palais, où on regroupe les avocats corses. Alors maintenant, on a ouvert et Amis de la Corse. Et Amis de la Corse. Ouais. Ah ouais. Et alors là, on est plus malin que les autres, c'est qu'on a les avocats, mais on a aussi les juges, les greffiers. Voilà, l'idée, c'est d'assembler... Combien vous êtes? Alors là, on vient de la recréer, enfin, on vient de relancer le site internet. Ouais, à chaque fois qu'on fait un apéro, on a une petite centaine. Voilà. Donc, assez simple, en fait. Et je crois savoir qu'on dit que le barreau de Paris, c'est le premier barreau où il y a le plus de Corses. C'est quoi l'expression? Alors, je ne sais pas. Le premier barreau corse... Ah, il y a Marseille. il y a Marseille. Le D'accord. dites pas trop, parce que Marseille, après, ils vont dire non, c'est nous. Et Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de Corses au barreau, nombreux, et il y a un adhérent de plus depuis peu. Ouais. Ah, elle est jolie, cette photo. Elle est marrante parce qu'on est fatigué sur la photo. On sort d'une audience fatigante. Et donc, qu'est-ce qui... En fait, les gens ne vont rien comprendre parce qu'on le voit avec une photo de voyou, mais il est flic. Après, on le voit avec un César à la main, on fait mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est scénariste. Et puis maintenant, il est avocat. Voilà, c'est mon père. Je ne comprends pas. Il a voulu devenir avocat. Previously, il arrive à la retraite, page blanche, il n'a plus la matière, il n'a plus les voyous, il n'a plus le droit pénal. Donc pendant 6 mois, il nous ennuie un peu. Et là, je lui dis, écoute, on va faire quelque chose, il y a une équivalence, tu vas devenir avocat, parce que tu as 40 ans de police judiciaire, eh bien deviens avocat pénaliste, tout simplement. Et là, il devient avocat pénaliste. Et il se régale? Il se régale. Et comment il voit? Mais il voit ses anciens collègues en plus. Enfin, ses anciens. Non, mais il se régale. Il se régale. Il arrive en garde à vue, il salue les collègues. On fait non, toi tu es de l'autre côté désormais. Enfin, et tout se passe bien parce que il y a pas d'affrontement flic-avocat. Avec lui de toute façon c'est toujours fluide. Et encore plus parce qu'il connaît les règles. Alors en même temps, il est très bon. On ne prête corrige. C'est-à-dire que quand il lit une procédure, il vous dit ce qui s'est passé dans la vraie vie au commissariat. Il arrive à décrypter les choses. C'est un bon avocat en plus. Ah ouais, bon. Et est-ce que c'est lui qui défend ses affaires de droit d'auteur ou est-ce que c'est vous qui les avez défendues finalement? Mais j'ai la grande leçon d'humilité. J'ai fait tout ça pour ça. Il m'a jamais donné un dossier. Mais jamais. C'est-à-dire que j'ai jamais fait un seul contrat de mon père. C'est fou, hein? Oui, c'est fou. Je fais un appel. Si tu veux, je peux le relire. Mais il veut pas. Je vais trop tard. C'est trop tard. Et puis il y aura peut-être un membre de plus dans le barreau parisien d'origine corse. Qui ce sera? Votre fille, votre fils? Peut-être plus la fille. Ah bon? Ouais, peut-être plus la fille. Pourtant, c'est le fils qui met la robe là. C'est le fils qui met la robe, ouais. Ouais. Alors, les familles normales, le mercredi et le samedi ou au parc, eh ben, nous, on manifeste. On sort les drapeaux ou on se déguise en avocat dans mon bureau. Ouais. Louis-Marie. Marie hein? Et Laetitia. Louis-Marie, ça ne sera pas l'avocat, non? Non, je pense que... Non. Et pourtant, il a le bagou, hein, il pourrait. Bon, enfin, il a 15 ans, on peut changer d'avis. On peut changer d'avis. Ouais, j'aimerais bien qu'il change d'avis. Et la petite amie, quand vous ne l'emmenez pas à Place de la République pour manifester, effectivement, eh ben on la retrouve ici. Ah ouais, oui. Dans les vignes de patrimoine. Là, effectivement, c'est un lieu où vous venez très souvent, Marie-Hélène. Ouais, très souvent. Très souvent. Pour le meilleur et pour le pire. Alors le meilleur, vous allez me le dire, mais le pire, c'est ce qu'il y a derrière vous. Là, à la base, avant, il y avait des oliviers. C'est vrai. À la base, j'avais planté 500 oliviers. Puis il y a eu le feu, ils ont brûlé. Donc j'ai pleuré parce que 500 oliviers, c'est pas 500 bébés, mais quand même, on s'attache et puis on les a arrosés, enfin bref. Oui, quand il y a eu les grands incendies du côté de patrimoine, il y a quelques années, là, c'était encore en 2019, non? Je sais plus. Oui, c'est ça, je pense. Ouais. Je suis pas bonne en date, mais oui. Et donc, vous avez planté de la vigne, vous voulez faire du vin? Alors, c'est pas encore fait, parce que voilà, ça s'est planté, mais effectivement, avec des amis, on va peut-être faire des cuvées. Mais en pour notre consommation personnelle. Mais en attendant, il y a votre quotidien, et votre quotidien, il passe au moins une fois par semaine par là.
Ouais, le train de 6h18. Gare de Lyon. Direction. Direction Genève. Pourquoi? Parce que je travaille entre Paris et Genève, moi. Oui, maintenant, vous avez monté votre propre cabinet. Hein. Ah. Vous vous êtes émancipé de Oui, vos... oui, ça fait longtemps. de Ouais. vos maîtres. Et maintenant, vous avez votre propre cabinet et deux antennes. Une à Paris et une à Genève. Pourquoi à Genève? Parce qu'en propriété intellectuelle, Genève, c'est quand même l'endroit où il y a tous les horlogers. Ouais. L'OMPI, enfin l'Office mondial de la propriété Intellectuelle. Ouais. Donc oui, ça a du sens. Et puis il y a une équipe là-bas, c'est rigoureux, c'est suisse. Et ce qui est intéressant, au-delà de ces images, où on va voir arriver la Suisse, c'est qu'on rejoint justement le début de l'émission. La Suisse, symboliquement, ça vous parle? La Suisse, qu'est-ce qui se passe dans ce train, en fait? Alors, C'est chaque semaine, en fait. Non, mais vous allez me prendre vraiment pour une dingo. Mais en même temps, on est une famille de dingos, parce que à cause de ça, j'ai quand même une tante psy et une sœur psy. Oui. Qui font de la psychogénéalogie. Et je pense que je suis un super cobaye, parce que donc, je vais très souvent à Genève, au moins 2-3 fois par mois. Et à chaque fois que je passe la frontière, donc Paris-Genève, à un moment donné, on passe la frontière suisse, et ben je fais yes, moi j'ai réussi. C'est fou, hein? Ah ouais, Ouais. comme Jean. Comme Jean. Comme Jean. Lui, il a pas mal. À 20 mètres, hein, à 20 mètres, lui, il n'a pas réussi. Et moi, je le passe 3 fois par mois. Et à chaque fois, je pense à lui en disant ah, yes, c'est fait. C'est fou, hein? C'est fait. C'est fou, hein? C'est fait, c'est fou. C'est dingo. Hein? Oui, oui. Allez, venez à côté de moi. La dernière photo, c'est moi qui l'a fait. Hop, voilà. Merci infiniment, Merci Marie-Hélène. à vous. Bonne continuation à vous dans vos combats, avec votre famille. Merci beaucoup. Et à C'était un bientôt plaisir. du À côté de bientôt. patrimoine ou dans ce musée. Pas très. Croise les doigts. À Bastia.